Bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques du Commander. On y est, Strixhaven est enfin sorti. On va voir ensemble quelles cartes sont potentiellement intéressantes pour notre petit format favori. Je suis Ragon et aujourd'hui vous allez regarder mon top des cartes pour Duel Commander. On va commencer ce top avec une petite remarque en fait que tout le monde a vu, c'est qu'en fait Matchcraft c'est un peu la mécanique un petit peu pétée de l'extension, mais qui fonctionne pas forcément pour toutes les couleurs. Principalement les couleurs qui vont vraiment fonctionner avec Matchcraft, sorcellerie, c'est Abzan, blanc, vert et noir. Je m'explique. L'intérêt de jouer autour de Matchcraft, c'est bien sûr avec la carte Chain of Smoke qui a fait beaucoup parler d'elle au moment des révélations de diverses cartes. Et juste avec cette carte-là, en fait, on va pouvoir, on va pouvoir gagner avec ces. Il existe au moins 3 cartes Matchcraft de l'extension qui sont Luminescence rusée, Apprenti de Frestofleur et bien sûr la professeure Onyx, aka Liliana. Ces 3 cartes-là, mis distinctement, elles vous font gagner la partie. L'apprenti, par exemple, si vous la jouez tour 1, tour 2, vous faisiez Chain of Smoke, l'adversaire n'a pas de bloc, ni de bloqueur, ni de solution, vous attaquez avec une infini, vous avez gagné. Apprenti, eh ben, vous allez drainer l'adversaire de 1 point de vie, et vous allez gagner 1 point de vie en parallèle. Voilà, infini. Et pareil, Onyx de 2 points de vie, et vous gagnez 2 points de vie. Donc voilà, c'est les 3 cartes en fait qui peuvent permettre de lier, de jouer en fait Chain of Smoke, minimum ces 3 cartes-là. Et à partir de là, vous trouvez un général type Anamfeza, Doran, vous buildez un petit truc autour, vous avez ces 3 cartes-là, Chain of Smog, et voilà, vous avez au moins une combo instant kill, en tout cas pour l'apprenti et Professeur Onyx, auquel l'adversaire n'a même pas d'interaction possible. C'est pas forcément quelque chose qui sera joué, mais c'est quelque chose en tout cas qu'il faut surveiller. Seconde particularité, c'est qu'évidemment, Strixhaven, il y a beaucoup de cartes hyper intéressantes, des mécaniques hyper rigolotes. Donc voilà, c'est un top qui, selon mon jugement, selon ceux d'autres, parce que j'ai posé la question à certains, j'ai regardé des forums, des discords. Il se peut que évidemment ça soit complètement foiré à côté, mais en tout cas, voilà, les mécaniques sont tellement intéressantes que je me dis que ça vaut le coup au moins de les tester ou au moins de se dire que ça fait quand même de la belle magie, ça serait dommage que que ça parte dans le néant et que ça ne serve pas. Donc voilà. Donc on va commencer les tops. Et j'ai bien dit les tops, parce qu'il y aura plusieurs tops. Et on va commencer avec le top des communes co, on va dire. J'ai récupéré plutôt une carte de chaque couleur pour être sûr qu'on ait à peu près un panel. Voilà, j'ai voulu faire un top de chaque couleur sur les communes co. Je vais commencer mon top avec une carte un peu particulière qui est Défense radieuse. Alors défense radieuse, qu'est-ce que c'est? C'est pour 2 en éphémère, en blanc. La créature ciblée gagne +2/+2 et acquiert la téléforce talismanique. Alors pourquoi je la mets dans ce top finalement? Parce que moi-même j'ai trouvé d'autres cartes qui étaient en Commune Co qui étaient aussi bien, voire qui pouvaient potentiellement être jouables. Celle-là je la retiens parce qu'en fait il y a marqué Hexproof et que c'est vraiment une mécanique qu'en blanc on n'a pas du tout l'habitude de voir. Et parce que c'est une capacité qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir, c'est une capacité qui peut surprendre. Et parce qu'elle peut surprendre, potentiellement peut-être qu'elle peut être jouable. Donc voilà, c'est pour ça que je la mets dans ce top des Commune Co de l'extension Strixhaven. Top bleu, résoudre l'équation. Petit tutor, on en a très peu parce qu'ils se font tous bannir les uns après les autres. Mais en tout cas, voilà, un superbe tutor. Bon, c'est rituel, ça coûte 3. Mais voilà, ça va chercher un rituel ou un éphémère dans la bibliothèque qu'on met dans notre main. Très très peu de tutors fait qu'il est notable de le noter et qu'il sera sans doute joué. Sonder l'interdit. Alors, petite unco pareil éphémère noir. En fait, on peut sacrifier, en tant que coût supplémentaire, on peut sacrifier une ou plusieurs créatures si on fait ainsi. On va copier le sort un nombre de fois qu'on a sacrifié de créature. Et le sort dit on pioche une carte et on perd un point de vie. Donc c'est intéressant sur les decks qui ont beaucoup de petites bêtes, typiquement, et qui, par exemple, il y a un sweepboard qui arrive, une colère de dieu, une damnation. Tout de suite, en fait, on peut faire, en fait, pour 2, je vais sacrifier toutes les bêtes. Je vais prendre X points de vie, mais je vais à la place de piocher X cartes. Donc en fait, ton sort que tu as lancé pour tuer toutes mes bêtes, en fait, il a servi à rien, tu as perdu une carte, et moi, je me suis refait ma main. En rouge, je propose 2 cartes, le petit imprévu. Je propose l'artiste au four à tempête et la découverte soudaine. Alors que font ces 2 cartes-là? Donc l'artiste, c'est une 2/2 pour 4 qui a Mashcraft, qui gagne +1/+0 pour chaque artefact qu'on contrôle. On pense à Darety, mais c'est pas forcément Darety qui jouerait ce deck-là. Mais par contre, l'artiste a la ligne sorcellerie qui dit qu'en fait, à chaque fois qu'on caste ou qu'on copie un sort, on va poser un jeton de trésor. Donc déjà, c'est bien, il se rentabilise lui-même parce qu'à chaque fois qu'on met un trésor, lui, il augmente sa force. Donc c'est intéressant parce que ça va être utile peut-être pas forcément pour les decks d'Areti, mais plutôt pour les decks Storm. Lui, il est en jeu, on joue un sort qui fait, par exemple, pour un bleu, typiquement une option. Pour un bleu, je vais piocher une carte, je vais poser un trésor. Voilà, ça a été gratos. Hop, je peux en refaire d'autres, etc., etc. Et donc voilà, c'est une carte qui peut en tout cas
permettre au jeu Storm d'exister un peu plus, malgré le fait que ça coûte 4 et que c'est de 2, donc c'est une très faible défense, et en plus c'est un coût à payer pour mettre en jeu très très cher. La seconde carte que je trouve jolie, qui est pas du tout pour les jeux Storm, que je trouve qui est plutôt pour les jeux agressifs, je pense pas que c'est une carte qu'ils aient besoin. Typiquement, Karizev n'en aura peut-être pas besoin, mais je trouve que c'est très joli comme carte parce qu'en fait c'est pour 2, on va avoir un instant qui fait gagner plus de plus 0 initiative. Alors tout ça c'est sympa, hein, plus de plus 0 initiative, bon on connaît. Ce qui est intéressant c'est en fait c'est la ligne du dessous, c'est que ça crée un trésor. Donc virtuellement c'est une carte qui coûte que 1 rouge. Et du coup ça permet en fait de jouer, de faire un spell, de récupérer un trésor et de potentiellement rejouer une foudre, un choc, voilà. Une carte à bas coût rouge qui peut coller des points de vie, donc du coup on augmente la force pour mettre un peu plus de dégâts, et en plus de ça on a encore un peu de fuel pour relancer autre chose, ou au pire on garde le trésor pour lancer quelque chose de plus gros juste après. Voilà. Ça c'est peut-être pas forcément une carte qui sera jouée, mais en tout cas je trouve que c'était intéressant, et c'est comme je l'ai dit au début de l'émission, il y a beaucoup de cartes qui ont des jolis designs, et je trouve que celui-là en fait partie. Top Commune Co verte, il y avait pas mal de choix. En vrai, vert a été bien fourni, que ce soit dans les trucs un petit peu jolis ou dans les trucs un petit peu forts. Je suis plutôt parti sur le truc vraiment fort. J'ai choisi le Grove du Bayou. Alors, le Grove du Bayou, ça pose direct, hein. C'est une 5-4 pour 2. Il y a un petit coup supplémentaire qui est soit de sacrifier une bête, soit de payer 3. Bon, voilà. En Stompy, par exemple, Sirfaren, Trun, voilà. Plein de decks qui jouent, mono vert en tout cas, qui jouent des petites bêtes. Je pense qu'ils seront pas embêtés, quoi. Même. Est-ce qu'on en serait à sacrifier un Dork pour jouer une 5-4 si l'adversaire peut rien faire derrière? Est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non? J'en sais rien. En tout cas, je trouve que la carte voilà, elle impose en fait un direct tour 2, il y a une 5-4 à gérer. Si on n'a pas d'anti-bet, ça met une assez grosse pression sur le board quand elle arrive. On passe sur les cartes multicolores. Pareil, il y avait beaucoup de choix, il y a des trucs un petit peu évidents, il y a des trucs un petit peu perso. Bon, voilà, vous me direz. Boros, rouge-blanc, dilacéré, rituel, pour 2 on a dit, blanc-rouge. Inflige 3 blessures à une créature en arpenteur, détruit un artefact ou un enchantement, c'est polyvalent. On aime bien tout ce qui est polyvalent, justement, ça permet de ne pas s'obliger à rentrer des 10 enchantes. Du coup, voilà, pour ceux qui avaient des 10 enchantes, ils peuvent l'enlever, il y a rip apart, et ça fait aussi bien le café, voire même mieux. Simic, nombre d'or, le nombre d'or, la carte qui fait pour 3 en rituel, on va piocher une carte euh, pour chaque créature avec un différentiel de puissance qu'on contrôle. Donc si on a deux créatures 1-1 et une créature de 2, on va piocher 2 cartes. Si on a une créature 1-1, 2-2, 3-3, 5-4, voilà, bref, on va piocher 4 cartes. Voilà. C'est intéressant, c'est un peu cher, c'est rituel. Il y a moyen que ça perf, il y a moyen que ça soit joué en tout cas. Voilà, bon, je la mets, on verra ce que l'avenir nous le dira si c'est joué. Carte qui a fait beaucoup parler d'elle aussi en Orzhov, mais plutôt pour le côté que ça a été mal traduit en français. Je veux bien sûr parler de fracture. Fracture en anglais, détruisez l'artefact, l'enchantement ou l'arpenteur. Le wording français qui a été mal traduit, c'était détruisez l'artefact, la créature ou l'arpenteur, qui est effectivement beaucoup plus fort. En tout cas, fracture, c'est comme pour dilacérer. Si vous jouez des désenchantes, et voilà, et que vous jouez pas rouge, mais que vous jouez noir, vous pouvez rentrer cette carte-là, elle fait aussi bien le café, voire mieux évidemment. Carte Golgari, alors j'ai choisi Lance de Mortalité. Pour 4 en instant, on va détruire un permanent non-land. On peut penser à plein de petits généraux qui qui coûtent pas très cher et qui font gagner des PV. Et je pense que la carte peut rentrer dans ces decks-là, parce que du coup, on en profite complètement, quoi. On gagne un point de vie pour X ou Y raison. Puis pour 2, je casse ton permanent non-terrain. En plus, c'est éphémère, donc ça veut dire qu'on peut faire ça n'importe quand. Et enfin, Izet, bleu-rouge, très dur de choisir parce que là, par contre, il y a vraiment pas grand chose pour moi en Commune Co. Voilà, c'est vraiment parce je faisais un top de multicolore que je me suis dit qu'il fallait que j'aille jusqu'au bout et que je choisisse une carte. Je suis pas sûr, je pense que c'est la plus jouable. Il y en avait d'autres, mais elle me semblait beaucoup plus chère que ce qu'on avait déjà et pas forcément utile. J'ai choisi en tout cas pour ce top Itération Expressive. Itération Expressive, c'est un rituel bleu-rouge pour un bleu et un rouge qui dit qu'on peut regarder le top 3 de notre bibliothèque. On va choisir parmi ce top 3 une carte qu'on va mettre dans notre main, une qu'on va mettre dessous, une qu'on va mettre dessous, et enfin la troisième on va l'exiler et on va pouvoir la jouer ce tour-ci. Voilà. C'est intéressant, c'est pas la carte qu'on va jouer tour 2, c'est plutôt une carte qu'on va jouer tour 4, tour 5, quand on a un deck qui joue typiquement Storm, ou qui a besoin de mouliner, qui a besoin d'aller chercher des choses, voilà, pour 2 en rituel, on peut se débarrasser d'une carte qu'on veut pas, typiquement un terrain peut-être, et on peut mettre une carte dans notre main, et une carte qu'on pourra jouer ce tour-ci.
Voilà, sachant que c'est bien marqué play et pas cast, donc du coup on peut mettre un terrain en exil et le jouer si on n'a pas joué de terrain à ce moment-là. Allez, c'est parti, on attaque le top des rares mythiques de l'extension. Alors ce qu'il faut déjà savoir, c'est que j'ai retenu aucun arpenteur de l'extension. Kashmina, ça m'a semblé être un espèce de coup de bluff. La carte est vraiment bien, mais du coup il faut l'associer à d'autres arpenteurs pour que ça soit bien. Donc bon, voilà, j'ai préféré pas la retenir parce que soit c'est ultra fort et effectivement bah j'ai pas vu le truc passer et du coup ça va être complètement pété et au moins dans tous les decks qui joueront Narset, la petite unco de War of the Spark, parce que c'est vraiment dans cette optique là que je vois l'intérêt de l'arpenteur de l'arpenteur Kashmina, c'est d'avoir justement un petit plus 2 sur sur des arpenteurs type Ashiok ou Narset qui en fait n'ont que des effets négatifs. Pareil Will et Rowan, aucune idée, c'est bicolore, il y a plein de textes. Possible que ça soit joué, mais pour le coup, j'ai préféré les écarter complètement et me concentrer sur des cartes qui ont plus de potentiel d'être jouables. Pareil, un petit arrêt sur Dompter l'Infini, la seule carte que Seb McKinnon a faite pour l'extension, c'est important de le préciser, c'est comme d'hab, Seb McKinnon, pour ceux qui aiment, c'est la carte la plus belle de l'extension, et c'est en plus la carte qui clôture l'histoire de l'extension. Déjà en plus, voilà, de choses qui je trouve sont pas forcément anodines aux yeux de Wizard, en tout cas je pense. Dompter l'Infini, c'est rigolo quand même, c'est quand même en éphémère, on va pouvoir échanger notre main avec notre cimetière et on va l'exiler, donc ça veut dire qu'on pourra pas faire des boucles de Storm par exemple, vu qu'on l'aura plus. C'est quand même c'est très joli, mais je pense qu'effectivement, et d'autres gens en tout cas sont de cet avis, que Season Past est plus intéressant parce qu'au moins Season Past en fait on a moyen de la récupérer d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, toutes ces cartes là je les mets de côté et je passe à mon vrai top des cartes pour le duel commander. Top 10, j'ai choisi le Biblioplex. Alors le Biblioplex, c'est un land qui complètement, c'est Librairie of Alexandria, pour beaucoup moins cher, évidemment beaucoup moins bien, mais ça dépend. Parce que du coup, c'est un terrain qui ajoute de l'incolore, qui fait que pour 2, on peut regarder le top card de notre librairie, et si c'est un rituel ou un éphémère, on peut le révéler et le mettre dans notre main. Et si on ne peut pas la mettre dans notre main, et ben en fait, on la met dans le cimetière. Donc quoi qu'il arrive, la carte, elle sera plus au top. Et par contre, on peut activer cette capacité que si on a 7 cartes en main ou 0. La différence de Librairie Alexandria, justement, c'est que Librairie, il fallait qu'on ait exactement 7 cartes. Donc là, par exemple, si on n'a rien, c'est assez cool parce que du coup, on peut la taper. On va du coup récupérer une carte ou récupérer une carte qui va dans un cimetière. Sachant que si elle est là, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc si ça va dans le cimetière, peut-être que c'est pas si négatif que ça. La carte que j'ai choisie pour ce 9, c'est Verset disparaissant. Verset disparaissant, donc c'est pour un blanc et un noir en Orzhov, donc du coup, en éphémère, on va exiler le permanent monocoloré ciblé. Donc c'est très dépendant finalement de la métagame, de la méta, parce que si il y a beaucoup de multicolores, si on se retrouve avec beaucoup de Niv-Mizzet, la carte est nulle. Par contre, si on se retrouve avec beaucoup de cartes, beaucoup d'adversaires en fait qui jouent des cartes, des généraux en tout cas type monocolore, comme Sir Farhan, Isamaru, voilà, Karisev, bref, Banser. Voilà, cette carte-là, elle est idéale en tout cas parce que du coup, vous êtes sûr de cibler tout, quasiment tout chez l'adversaire, alors que si évidemment il joue des cartes multicolores, ça réduit un peu les possibilités. Après, l'intérêt, le petit truc intéressant, c'est que c'est permanent et c'est pas créature, donc du coup, ça pourra, je pense, aller chercher beaucoup plus de choses en tout cas que, évidemment, si c'était que créature. Et il y a beaucoup, je pense, d'enchantements ou d'arpenteurs qui sont joués et qui sont monocolores. Top 8, Historien des lames, tout simplement. Les créatures attaquantes, 1, 2, 3 pour 4. Les créatures attaquantes ont la double initiative, c'est très très cher. Après, on se doute bien que si on la joue, c'est pas pour la caster, c'est pour la révéler sur Winota et faire une petite attaque fulgurante du ah j'attaque avec 3 bêtes. Ah attends, parce qu'en fait mes 3 bêtes finalement, elles ont double initiative. Top 7, j'ai choisi une carte que je trouve très jolie au niveau du design. Je sais pas du tout ce que ça va faire. Je pense que par exemple Yogmoth peut être très intéressé de la jouer. C'est l'envoûteuse de Tourbillon. Alors c'est une 3-1 pour 3 menace qui a le ward. Donc le ward, c'est la mécanique que très peu de cartes ont dans l'extension, mais qui est quand même très puissante. C'est qu'en fait, à chaque fois qu'elle devient ciblée d'un sort ou d'une capacité qu'un adversaire contrôle, il se passe quelque chose. Et là, en l'occurrence, c'est 3 points de vie. C'est pas si mal quand on est dans un format où les points de vie des joueurs, c'est 20, c'est 20 et non pas 40. Ça, je pense que ça fait une grosse différence. Donc, du coup, sachant que c'est une 3-2 menace, déjà, elle est pas facilement bloquable. Et en plus de ça, voilà, si on veut la cibler ou la tuer, on va perdre 3 points de vie. Donc si par exemple on fait une foudre dessus, ça, ok, on a perdu une carte, mais on a perdu aussi 3 points de vie. Donc c'est quand même très dangereux. Elle a aussi un Mashcraft, donc c'est bien. En fait, elle a 3 capables, je trouve, qui sont très intéressantes
pour le format, c'est que du coup, bah, à chaque fois qu'on va jouer un sort ou qu'on va copier un sort, on va mettre une petite 1-1 qui, quand elle meurt, et ben, on va gagner un point de vie. Bon, le gain de point de vie est peut-être anecdotique, mais en tout cas c'est intéressant parce que c'est une carte qui, voilà, bah, si l'adversaire la gère, il prend 3 points de vie, ou il perd 2 bêtes, potentiellement. S'il la gère pas, bah en fait nous on va déjà attaquer joyeusement avec, et plus de ça on va remplir notre board de créatures gratuitement, parce que bah, en fait c'est quand on joue un sort, on n'a même pas besoin de payer pour avoir les créatures, donc que demande le peuple. Top 6, j'ai choisi le Vénérable Champ de Guerre. Alors c'est une carte Boros 3-3 pour 3, Vigilance Trample, déjà c'est un beau body, ça a des bonnes capas, et quand il inflige des blessures aux joueurs, en fonction du nombre de blessures que le Vénérable a infligé aux joueurs, on va remonter une carte qui a un coût converti de mana, ou une mana value, comme vous voulez le dire, comme vous souhaitez le dire, de X ou moins. Donc si par exemple on attaque, on se fait bloquer, on attaque, il n'y a pas de bloqueur, bah voilà, on a infligé 3, on peut ramener un truc de maximum 3. Si on s'est fait bloquer par un truc de 2, bah en fait on va infliger une blessure, on va ramener un truc maximum de 1. Donc c'est hyper cool évidemment pour Winota. C'est hyper cool pour n'importe quel jeu Boros finalement, parce que si on joue des petites bêtes qu'on attaque, ben c'est vachement pratique parce que du coup on peut récupérer nos bêtes qu'on a perdu au tour d'avant et les faire revenir, et du coup bon voilà, c'est hyper résilient. Donc je trouve que pareil, c'est une très jolie carte. Je pense que ça sera joué. C'est peut-être un poil cher, mais je pense que la capacité en vaut le coup, et du coup je pense qu'en tout cas c'est intéressant de l'essayer. Top 5, alors là par contre on est plus du tout pour Winota, ça c'est sûr. On va jouer Mavinda, partisane des étudiants. Alors j'aime bien un peu le nom aussi d'ailleurs, parce que partisane des étudiants, je me dis ah c'est bon, d'accord, ok, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont pour les étudiants, et du coup il y a des gens qui sont contre les étudiants. Genre les profs sont contre les étudiants peut-être, donc ils aiment pas les étudiants. Alors du coup pourquoi ils sont profs? Mavinda, c'est un oiseau 2-3 vol pour 3. Donc déjà au niveau des stats c'est très intéressant. Et qui a que pour 0, en fait on peut jouer une carte. Donc elle a une autre capacité qui pour 0, on peut jouer un rituel ou un éphémère de notre cimetière, qui si ça ne cible pas une de nos créatures, on va devoir payer 8. Donc globalement on va pas s'emmerder, on va vraiment cibler nos créatures, et on va avoir des sorts qui ciblent des créatures. Si on fait ainsi, le sort est exilé à la place. Et du coup c'est une carte qui est très très jolie déjà, au niveau du design, moi j'adore le design de cette carte là. Et du coup c'est hyper agréable parce que du coup Plume a une carte toute trouvée pour elle, parce que du coup c'est bah voilà, on va jouer des cartes pour Plume, et avec Advisor on va les ramener. Si Plume était plus là, bah on a des cartes dans le cimetière, on va les mettre dedans, on les met en exil, on les ramène dans la main, enfin bref. Voilà. La carte Mavinda, c'est une carte trop cool pour Plume. Voilà. J'ai rien de mieux à dire. Top 4, on rentre déjà sur d'autres cartes. Donc là, il y a des cartes, c'est un peu coup de cœur. Bon, c'est pas si ça va plaire, si ça va fonctionner, mais je trouve que le design est très joli. Pour 2, on a Renaissance précipitée. Un éphémère, on va choisir une créature. C'est pas forcément la nôtre, c'est ça qui est intéressant aussi. Ça peut être une créature adverse. Et si cette créature devait mourir ce tour-ci, on peut chercher dans notre bibliothèque une carte de créature avec un coût converti de mana inférieur à la carte qui est morte, et on va la mettre directement en jeu engagé. Donc je trouve ça hyper cool comme carte, c'est super, c'est un très beau design parce que déjà, on peut cibler une créature adverse, donc pour peu par exemple qu'on attaque avec, j'en sais rien, tu vois, finalement, un Finn, une Questing Beast, quelque chose en tout cas qui est assez gros, mais qu'on a encore des choses plus grosses, mais qu'en face il y a des gros body en face, et bah du coup, si c'est obligé de bloquer, bah en fait on va faire, ok, bah je vais cibler ta bête. Ta bête est morte? Elle coûtait 7 de coups de mana? Bon bah je vais chercher une carte à 6. Je trouve que c'est intéressant parce que ça aurait été que nous, c'était pas forcément top, ça aurait été rituel, c'était pas forcément top. Là on peut cibler ce qu'on veut, on peut le jouer quand on veut. Pour peu qu'on a envie de jouer, j'en sais rien moi, des rats 1-1 contact mortel, et bah du coup, à partir du moment où on bloque avec nos rats pour tuer une créature plus grosse, bah on fera au moins de la value. Je trouve que la carte elle est jolie. Ce sera peut-être pas joué, mais je trouve que le design est beau et j'avais envie de le mettre dans ce top parce que c'est mon top. Top 3, on commence à rentrer dans les cartes qui sont vraiment impactantes, en tout cas pour le format. J'ai choisi le théoricien du complot. Alors c'est une carte avec beaucoup de texte, hein. C'est une carte rouge, on se dit beaucoup de texte, oula, c'est pas bien. Sauf qu'elle coûte 2, et c'est 2-2. Ah, déjà c'est plus intéressant. Le théoricien dit, quand il attaque, on peut payer 1, et si on fait ainsi, on défausse une carte. Si on fait ainsi, on pioche une carte. Bon, ça c'est typiquement du rouge, à ceci près que bah là il faut payer 1 de plus, alors qu'il y a certaines cartes qui sont en common co, rouge, qui le font très bien gratuitement. Alors pourquoi celle-là elle est rare et pourquoi elle mérite d'être dans un top, c'est qu'en fait c'est surtout la deuxième ligne qui est intéressante, c'est quand on défausse une ou plusieurs cartes, on peut exiler une d'elles de notre cimetière et on peut la jouer ce tour-ci. Donc c'est assez cool parce que du coup on n'est pas obligé, bah, du coup ça nous évite de perdre une carte. Si par exemple on la joue quand elle attaque, bah, pour 1 en fait on va défausser une carte, on va pouvoir jouer ce tour-ci. Alors c'est casté par contre cette fois-ci, hein, c'est vraiment casté, donc on peut pas jouer un terrain, on peut pas défausser un terrain pour le jouer.
Mais je trouve que c'est hyper intéressant pour plein de decks qui bah, du coup ont ce cas de figure en fait d'avoir besoin de faire défausser. J'ai envie de penser à Croxa par exemple qui a besoin de cartes pour aller très vite dans son cimetière. Bah du coup, bah, avant de passer par la case cimetière, bah, on va peut-être passer par la case exil pour pouvoir la jouer. Toujours ça, toujours gratos. Je pense à plein de decks en fait qui peuvent adorer cette carte là. Donc, je trouve que c'est cool. J'aime bien Daretti par exemple. Moi j'aimerais bien l'avoir dans ce Daretti parce que finalement je laisse sur le board. Bah, Daretti, je vais faire plus 2. Je vais défausser une carte, je vais défausser jusqu'à 2 cartes et je vais piocher jusqu'à 2 cartes. Bah, du coup, en fait, sur les 2 cartes défaussées, je vais pouvoir en exiler une et peut-être la jouer. Donc, peut-être que ça va être un caillou que je vais défausser. Mais en fait, du coup, bah, je vais pouvoir la jouer. Je trouve que c'est intéressant, ça permet de vraiment fixer un peu fixer du CA. C'est une carte qui fait du CA typiquement, parce que du coup, au lieu d'avoir un disadvantage, au lieu d'avoir un désavantage qu'on aurait à défausser une carte, bah, finalement on l'a pas parce qu'on peut la jouer. Donc top 3 dans le classement, je pense que c'est assez mérité. Top 2, j'ai choisi une carte qui, bah, peut-être justement, c'est peut-être c'est peut-être le top casse-gueule, peut-être que je me trompe. J'ai choisi Maîtrise Sinistre. Maîtrise Sinistre, c'est l'éphémère pour 4 noir qui dit qu'on peut exiler une créature ou un arpenteur et on peut choisir de payer à la place que 2, mais dans ce cas-là, l'adversaire pioche une carte. Moi, je trouve que c'est cool comme carte. Je trouve que c'est cool parce que déjà, on n'est pas obligé d'avoir le coup alternatif. Donc, si on a beaucoup de mana, par exemple, bah, on peut le faire normalement. Donc, c'est jamais perdu. Et au pire des cas, ça veut dire que si on la paye que 2, c'est que déjà on était en galère. Genre, si on paye que 2 pour faire piocher l'adversaire et qu'on veut pas faire ça, bah, c'est peut-être parce qu'on est en death, en mode death. Donc, du coup, en fait, on n'en est plus à ça près. Ogak qui m'attaque, tour 3, moi je suis à tour 2, j'ai pas pioché de terrain, j'ai des cartes à 3 dans la main, je suis en galère. Bah voilà, en fait, j'en ai plus rien à faire qui coûte. Ok, il me bourre avec une 8-8, bah je préfère que l'adversaire pioche que je prenne 8. J'ai trop de mana, il m'attaque avec son Ogak par exemple, toujours. Bah c'est pas grave, je le fais pour 4 et voilà, tu vas rejouer ta carte après. Voilà. Je trouve que c'est une carte qui est polyvalente parce qu'elle permet vraiment dans les deux cas, c'est si on est en galère, on peut quand même la jouer. Si on est très très large, on peut la jouer. Et je pense qu'effectivement, il y a des decks qui s'en fichent que l'adversaire pioche. Typiquement Léovold en fait qui va bloquer les pioches, ou si on a une Narset sur table, bah voilà, ça peut bloquer la pioche adverse si c'est pendant son tour, donc c'est pas très grave. Comme elle est monocolore, on peut la jouer dans tous les decks qui jouent du noir, en tout cas minimum. Donc je trouve que c'est une carte très très polyvalente et je suis content que Wizard ait sorti cette carte en tout cas, parce que je pense que moi en tout cas je vais la tester. Peut-être que je l'enlèverai très très vite, mais en tout cas je trouve qu'elle mérite vraiment d'être testée parce que le design est très joli. Top 1, Entrave Sort d'élite. Bah voilà, merci Paolo, j'ai envie de dire. Tu redores un peu le blason du blanc, même si les joueurs d'Isamaro seront pas de mon avis, mais c'est vrai que le blanc, c'est quelquefois un peu la couleur maudite de Wizard. C'est un peu dur. On le voit en fait dans Strixhaven qui sont un peu obligés de sortir des cartes, des capacités qui sont dans d'autres couleurs. Typiquement, bah, la carte qui fait maintenant typiquement, bah, maintenant dans Strixhaven, le blanc pioche. Il y a des contraintes, mais le blanc pioche. Voilà. C'est quelque chose qui n'était pas qu'on a commencé à voir un petit peu au fil des cas, des extensions, mais je trouve que dans Strixhaven, on voit beaucoup le blanc piocher. On voit beaucoup le blanc piocher. Pour en revenir à Entrave Sort d'élite, donc c'est une 3-1 vol pour 3, donc ça c'est cool, capa d'évasion, très bonne stat de force, très très faible en défense, mais bon, en même temps, la capa qui va suivre le mérite. Quand elle arrive en jeu, on va regarder la main de l'opposant, on va exiler une carte non terrain de cet opposant, et cet adversaire donc du coup peut jouer la carte s'il paye 2 de plus. Donc ça a plusieurs intérêts. C'est déjà, on met un Bobody sur table, on a une carte on va connaître la main de l'adversaire, on ralentit le plan de jeu de l'adversaire. Donc on l'annule pas totalement, parce que en fait il peut toujours jouer la carte, mais il va devoir payer un coût supplémentaire, et quelquefois 2 c'est quand même, ça peut être quelquefois le bout du monde. Si on enlève une carte qui coûte que 1, évidemment ça va être très facile. À partir du moment où on va enlever une carte qui va coûter 3, 4, 5, suivant le plan de jeu de l'adversaire, qui par exemple peut-être va jouer assez nerveux, assez aggro, et du coup on va lui enlever la carte à 4, qui peut-être scelle forcément notre destin, ben en fait, il n'avait pas prévu que la carte coûterait 6. Donc il va devoir attendre très longtemps avant d'avoir vraiment ses 6 mana parce que sa courbe de mana n'est pas disposée à payer 6 pour une carte. Donc quelquefois on peut avoir enlevé le sort en fait finalement définitivement. Autre fait qui est intéressant, c'est qu'elle a beau avoir 1 de défense, si elle est gérée, c'est dommage, mais par contre le sort reste en exil. Il peut toujours le payer pour 2, mais le sort reste en exil. Il ne le retrouvera jamais, à moins de payer 2 et de le caster. Donc c'est intéressant parce que du coup la carte, quoi qu'il se passe, elle arrive sur le champ de bataille, son trigger arrive, et on aura enlevé une carte de l'adversaire, plus on aura pris connaissance de son deck. On continue notre top avec les tops des généraux.
Top 5 cette fois-ci, 5 généraux, il y en a beaucoup plus, mais bon, on va prendre ceux qui font le plus plaisir ou qui sont en tout cas le plus travaillés en ce moment. Top 5 pour moi, c'est Offry Spectreforge. Alors là, c'est complètement subjectif. Une 4-5 pour 5 en Boros, en général, c'est pas vraiment ça qu'on joue. La carte a dit les esprits gagnent +1/+1, on le trample et le haste. C'est intéressant parce que du coup ça permet déjà de donner la célérité aux spirits qui vont arriver en jeu. Et ça donne le trample à ceux qui y sont déjà de toute manière, donc du coup c'est pas si mal. En général les spirits on le vole, donc c'est plutôt la fonction célérité qui va nous intéresser que la fonction. Seconde ligne qui est intéressante, c'est qu'en fait à chaque fois qu'une créature non token qu'on va avoir meurt, on va l'exiler, et si on fait, on va créer une copie de cette créature qui sera un esprit en plus de ses autres coups, en plus de ses autres types, et qui aura que quand quand elle quitte le champ de bataille, on l'exile à la place. Donc du coup c'est cool parce que toutes les cartes qui ont des arrivées de jeu, en fait on va pouvoir les refaire, et en plus de ça, si c'est pendant notre tour, et du coup ce sera des esprits, elles auront +1/+1 et spirit et célérité, et donc oui, elles pourront attaquer, donc c'est intéressant. Voilà, je sais pas si le général sera joué, en tout cas je le trouve très joli. Et je pense qu'en tout cas, s'il est joué et que ça fonctionne bien, je pense que ça peut mettre des bonnes patates. Top 4, Extus, suzerain de l'Auric, qui est une carte modale et dont le verso est réveiller l'avatar de sang. Alors, suzerain, déjà, c'est une 2/4 pour 4 en blanc-noir, qui a la double initiative et qui a la sorcellerie, et qui dit qu'à chaque fois qu'on caste ou copie un sort, eh ben, on peut renvoyer une créature non légendaire de notre cimetière en main. Donc voilà, ça peut permettre différentes combos, différentes interactions qui tournent. En plus, réveiller l'avatar de sang est rouge et noir, donc du coup on a aussi accès au rouge pour Extus, donc du coup je pense qu'on a accès à vraiment une panoplie de cartes. Donc la carte elle est très bien, elle est ok au niveau du coup quartile mana, plus les stats sont ok, 2-4 ça résiste à peu près à pas mal de choses, c'est noir, ça résiste en plus à d'autres types d'anti-bêtes. Et ça a accès aux meilleures couleurs en tout cas pour agresser l'adversaire, donc la carte est vraiment cool. L'autre côté, réveiller la bête, du coup ça coûte 8, c'est très très cher. Par contre en tant que co-additionnel, on peut sacrifier n'importe quel nombre de créatures et ça va coûter 2 de moins. Donc pour peu qu'on joue un deck vraiment à accès vraiment beaucoup de petites bêtes, on peut jouer l'avatar très très tôt, ou en tout cas ça va réduire aussi son coût de mana en tant que commandeur. Et chaque opposant va sacrifier une créature, on va créer un avatar 3-6, et quand cette créature attaque, en fait on va coller 3 blessures à chaque adversaire. Donc, bon. L'autre côté anecdotique, par contre, c'est intéressant, voilà, sur certaines positions, je pense que ça peut être intéressant d'avoir cette espèce de petite agression qui peut de temps en temps servir pour finir l'adversaire, ou en tout cas nous débarrasser d'une créature un petit peu chiante, pour peu qu'il y en ait qu'elle sur le banc. Top 3, j'ai choisi Cody, le codex vociférateur, c'est très rigolo. Ça tourne, faut vraiment tourner autour des rituels et des éphémères. Mais voilà, bon, ça a le mérite d'être là, peut-être que ça sera joué. C'est rigolo, je pense que c'est très fun à jouer. Je suis pas sûr que ce soit tier 1, mais en tout cas, si vous jouez avec ça, je pense que vous allez vous éclater. Top 2, Galazet Prismari. Alors pourquoi top 2 et pas top 1? Bon, vous verrez après. Mais en tout cas, Galazet Prismari, il y en a beaucoup qui l'ont comparé à Urza. C'est pas tant que ça Urza, parce qu'il y a quand même une grosse contrainte qui est que les mana en fait sont plus supplémentaires des artefacts, ne peuvent être joués que pour jouer des instants de sorcerie, donc ça limite beaucoup les cartes. Mais bon, on peut quand même faire un deck autour. C'est hyper intéressant parce qu'en fait quand il arrive en jeu, on va créer un token de trésor, donc en fait c'est pas perdu, et en plus de ça, du coup tous les artefacts font du mana. Donc le deck est très joli, il y a des gens qui build dessus, je pense que celui-là on va assez le voir en table, en tout cas de test, et que je pense qu'il peut aller assez haut, mais clairement il faut pas le prendre pour un Urza, donc je pense qu'il va pas être instant ban ou très très prochainement en tout cas. Mais c'est pas, il faut vraiment pas le voir comme un Urza. Donc si c'est pas un Urza, ça veut dire que c'est fair, et si c'est fair, c'est que ça sera pas ban. Donc allez-y, lâchez-vous, n'hésitez pas à le builder. Top 1, alors si le dragon n'était pas le top 1, qui était mon top 1? Et ben mon top 1 c'est Dina Soulsteeper. Dina Soulsteeper, c'est pour 2 une légendaire créature 1-3 qui fait qu'à chaque fois qu'on gagne des points de vie, chaque opposant va en perdre 1. À chaque fois qu'on gagne 1, à chaque fois qu'on gagne des points de vie, il va en perdre 1. Et pour 1, on peut sacrifier une autre créature et elle va gagner plus X plus 0 en fonction de la force de la créature. Voilà, il y a deux thématiques qui ont complètement rien à voir, typiquement, parce que Dina n'a pas le lien de vie, donc ça ne change rien. En fait, si on attaque, en fait, la première capa va pas se faire. Donc bon, voilà, il y a deux capas séparés. Ce qui va nous intéresser évidemment, c'est la première capa. C'est comme Vito.
Vito c'était quand même un petit peu plus facile, mais il y a moyen qu'en fait à chaque fois qu'on va gagner des points de vie, bah, on va le drainer de 1. Donc en fait ça nous amène une couleur de plus, là où Vito était mono noir, là on a une couleur Golgari, avec plein de cartes qui rentrent dans cette extension d'ailleurs, mais qui seront peut-être pas forcément jouables pour le Duel Commander, même spécifiquement dans ce deck. En tout cas, je pense que c'est la carte de Commander qui peut briller le plus facilement. Peut-être que ce sera Prismaré qui va s'en sortir le plus parce que ça nous a beaucoup plus tapé dans l'œil de voir une carte qui transforme encore nos artefacts en producteurs de mana. En tout cas, Dina, elle est très résiliente, elle coûte pas cher, elle a que 3 de force, donc elle peut mourir sur des bolts ou sur d'autres choses de ce genre-là. Mais elle a moyen en fait d'avoir des interactions qui fait que avec des combos comme Vito, sachant qu'on peut mettre Vito dans le deck en plus, donc ça peut accélérer les choses. Voilà, on arrive à gagner facilement en drainant l'adversaire à l'infini. Et donc pour moi c'est la carte top 1 en termes de général pour sa jouabilité et son panel de combos facile d'accès. Bon alors on va me dire c'est bien les tops, mais il manquerait pas un truc là? Il manquerait pas ce qui a été dévoilé dès le début? Genre des commandements? Bah si, il manque les commandements. On pourrait même dire qu'il manque les terrains, mais bon, les terrains, je pense que voilà, vous les prenez dans la poubelle. Les commandements, du coup, c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment les commandements, c'est vraiment quelque chose que j'ai mis à part parce que je trouve que c'est la très bonne surprise de l'extension. C'est quelque chose qui n'est pas lié, qui sera pas lié à une mécanique en particulier, qui peut être joué pour plein de choses. Top 5, j'ai choisi le commandement Boros, le commandement de Force Sapiens. Pour 5 en éphémère, on va créer une jeton 3-2 rouge, blanche, esprit. On peut faire que les créatures gagnent plus 1 plus 0 et soient indestructibles et ont la célérité jusqu'à la fin du tour. On peut coller 3 blessures à n'importe quelle cible et récupérer 3 points de vie. Et on peut sacrifier un permanent puis piocher 2 cartes. Il en fallait bien un. C'est celui-là, le 5ème, c'est le dernier. Je note quand même que fait, c'est pour ça que je mets les commandements à part, c'est que je pense que même sans ça, c'est quand même des cartes qui peuvent être intéressantes. C'est très cher, ça se remplace par au moins que ce soit éphémère, donc c'est déjà pas mal. Mais les capacités que propose le commandement ne sont pas forcément si puissantes que ça pour nous. Ne sont pas si puissantes que ça pour nous. Je vais prendre par exemple typiquement la Lightning Helix dans sa ligne de texte, colle 3 blessures à n'importe quelle cible et on va gagner 3 points de vie. Ça c'est cool, ça coûte 2. Pourquoi on va payer quelque chose qui coûte 5 pour faire quelque chose qui coûte 2? On pourrait dire ouais mais en fait il y a d'autres modes. Ok très bien. Créer un jeton 3-2 rouge, blanche, esprit. Ça vaut les 3 manas de plus. Il y a même une carte dans l'extension qui est en rituel ou éphémère, je sais plus, et qui fait que si notre créature meurt, on en pop une 3-2. Donc en fait, ben, du coup, ça remplace pas ça coûte toujours pas 5. La ligne de texte qui est intéressante, c'est qu'on peut sacrifier un permanent, donc un terrain. Donc ça c'est intéressant parce que quand même 5 manas c'est sous le bout du monde, donc si c'est votre must-have dans le deck, bah, vous aurez rien au-dessus, donc vous pouvez sacrifier un terrain pour piocher 2 cartes. Ça je trouve que c'est une ligne qui est très très intéressante. Donc il y a moyen que le deck soit. Il y a moyen que la carte soit jouée pour une ou deux lignes de texte, voire peut-être tous, peut-être qu'elles sont toutes jouables suivant le mode qu'on veut, mais je pense qu'effectivement des 5 c'est le moins bon. De par les couleurs qui ne sont pas des couleurs en général de contrôle ou de tempo et qu'on va plus aller sur des contrôles, sur des couleurs qui sont agressifs, parce que le Boros c'est quelque chose où ça va être vraiment très winnie, très aggro, donc coût de 5 c'est très loin de ce qu'on s'autorise en général dans ce genre de deck. Mais par contre, les capacités peuvent être intéressantes, mais je pense que de par son coût de mana, ça passera pas. Top 4, je mets le commandement de Plume Argent, donc le commandement Orzhov. Pour 4 en rituel, on va choisir 2 toujours, c'est le commandement. +3/+3 vol à une créature ciblée. On peut renvoyer sur le champ de bataille une carte de créature avec un coût converti de mana, une valeur de mana inférieure ou égale à 2. Un joueur ciblé peut piocher une carte et perdre un point de vie, ou un adversaire sacrifie une créature. C'est encore pareil, en fait, on avait d'autres commandements qui faisaient un peu ça. Mais par exemple, le commandement bleu-blanc qui fait exactement ce que fait la deuxième ligne de texte, à savoir ramener une carte de créature. Bah en fait, on ne joue pas le commandement bleu-blanc. Donc du coup, le commandement blanc-noir, cette ligne de texte-là, on la jouera pas forcément. C'est rituel, en plus déjà d'une part, donc surprise 0, donc le +3/+3 vol, c'est pas utilisé pour bloquer, ça va être utilisé pour attaquer. Donc ça veut dire que si on fait +3/+3 vol à une créature, en fait l'adversaire peut la tuer, et du coup, en fait on a perdu un mode. L'adversaire ciblé qui pioche une carte et perd un point de vie, pourquoi pas 2 cartes de points de vie, voilà. On est quand même sur un commandement qui coûte 4, qui est en rituel, qui est rare, on aurait pu se le permettre. Donc il y a plein de modes en fait, et pareil, l'adversaire ciblé sacrifie une créature. On est sur différents modes en fait, où intrinsèquement en fait il y a plein de cartes qui font le double
pour moins cher. Alors effectivement, ça fait le double pour moins cher, mais ça ne fait pas la même association. On a des cartes qui coûtent 2 ou 3 qui font piocher 2, perdre 2. On a des cartes qui coûtent 3 ou 4 qui font sacrifier 2 créatures. Donc effectivement, c'est un commandement qui rassemble tout ça. Mais déjà, les cartes ne sont plus très jouées en commandement, en duel commander. Ça va être remplacé pour d'autres cartes. Donc effectivement, le commandement, il était bien à une époque. Il aurait été bien à une époque parce qu'il fait un peu de chaque. Mais maintenant, en fait, le un peu de chaque n'est même plus joué. Il aurait été éphémère, je dis pas, mais en rituel, en tout cas, on est complètement à côté de la plaque en ce qui concerne le power level nécessaire pour être joué en tant que carte dans le duel commander. Top 3 des commandements, je prends le commandement de Quandrix. Donc c'est le commandement bleu-vert, Simic. Clairement, c'est pas l'association de couleurs qui me fait rêver dans l'extension, mais il faut reconnaître que ce commandement-là est intéressant. Donc c'est un commandement qui, pour 3 en éphémère, cette fois-ci, donc, peut renvoyer une carte de créature ou d'arpenteur dans la main de son propriétaire, contrecarrer un sort d'artefact ou d'enchantement, mettre 2 marqueurs sur une créature ciblée, ou mélanger 3 cartes du cimetière d'un joueur dans sa bibliothèque. Donc là, on a 3 modes qui sont vraiment cool. On a le boost du bleu, on a le boost du vert, on a le counter aussi du bleu, et on peut remélanger 3 cartes aussi qui sont intéressantes si on a besoin pour une combo ou d'autres choses. Ça, c'est vraiment intéressant. Je trouve que clairement, déjà, c'est des couleurs qui sont très jouées en Duel Commander. On a 4 modes qui sont hyper intéressants. Artefact enchantement, c'est pas souvent le cas, mais on est bien content de pouvoir contrer quelque chose. Le pire des cas, c'est que c'est pas très grave parce qu'en fait, c'est en éphémère. Donc en éphémère, on peut booster notre créature par exemple et renvoyer autre chose dans la main. On peut protéger notre arpenteur par exemple. On peut du coup remettre 3 cartes de notre cimetière qui étaient vraiment impactantes. Donc, vraiment là par contre, on est sur 3 voire 4 modes qui sont vraiment très impactants pour le Commander et c'est hyper cool en fait d'avoir cette carte qui justement, en fait, pourquoi dans la carte Orzhov, on a l'adversaire, un joueur ciblé va piocher une carte et perdre un point de vie, et là on a, bah en fait, pour 3 en éphémère, on va mettre 2 marqueurs +1/+1. Tu vois. Pourquoi il y a ce choix en fait des cartes de puissance? Clairement, en tout cas, le commandement Coenrix est supérieur au commandement Orzhov, et c'est pour ça qu'il est dans mon top 3 et pas en top 4. Ah mais du coup on va me dire, bah s'il est dans ton top 3, pourquoi il est pas aussi en top 2 finalement si tu le trouves très bon? Parce que très bon, il y a encore mieux. Il y a commandement de prise Paris, le bleu-rouge, éphémère toujours pour 3, on va choisir 2 blessures à n'importe quelle cible. On va piocher, un joueur ciblé va piocher 2 cartes, puis se défausser de 2 cartes. Le joueur ciblé va créer un trésor, ou on va détruire un artefact ciblé. Commandement Collagen, c'était déjà joué, hein, faut pas l'oublier. Alors c'était pas forcément joué pour détruire un artefact, mais ça faisait quand même plaisir si ça trouvait cette cible-là. Bah là voilà, on a bleu-rouge, ça va détruire un artefact. C'est clairement pas ce que fait le blanc, c'est clairement pas ce que fait le bleu. Donc du coup c'est cool d'avoir cette possibilité-là maintenant. 2 blessures à n'importe quel cible, c'est un petit choc. Piocher 2, défausser 2, c'est toujours cool. On a toujours besoin en fait d'avoir ce genre de choses, d'aller chercher en fait des cartes qu'on a besoin. Et si on les défausse, c'est vraiment pas grave parce qu'on a beaucoup de cartes qui sont utiles soit dans le cimetière, soit bah, qui sont pas du tout utiles, ou qui peuvent revenir. Donc voilà, c'est un commandement qui est pareil, qui est très polyvalent, qui peut aller chercher des ressources qu'on a besoin et qui peut en éliminer d'autres s'il y a besoin également. Sachant qu'il y a le petit bonus, c'est qu'effectivement on peut créer un trésor. Donc si on sent qu'on est en galère, on n'a aucune cible, c'est possible, hein, on n'a aucune cible, il n'y a pas de créature. Bon, on peut coller l'adversaire, mais si par exemple c'est pas notre but de coller des petits chocs à l'adversaire parce qu'on peut tuer d'une autre manière, ou qu'en tout cas on n'est pas très impacté par le fait qu'il perde 2 points de vie, bah on peut très bien piocher 2 et défausser 2 et en fait créer un trésor. Donc on a un mana. Donc ça veut dire que même si tour 3, si on engage tout, eh ben on a un trésor. On peut avoir potentiellement une réponse contre quelque chose adverse, ou on peut avoir un cantrip, ou on peut avoir un contre finalement. Dont le petit trésor en fait sera pas inutile. Donc je trouve que c'est vraiment cool en fait, c'est une carte qui est pareil, très polyvalente et qui donne des réponses à plein de choses suivant l'état de la game. Enfin la dernière, le commandement de Flestrefleur, la carte Golgari pour 2 en rituel cette fois-ci. Le joueur ciblé va meuler 3 cartes, puis on peut renvoyer une carte de terrain depuis notre cimetière en main. Donc ça veut dire qu'on peut meuler l'adversaire, mais on peut récupérer une carte chez nous. En général, on va quand même meuler nous-mêmes, hein, faut pas non plus rêver. On peut détruire un permanent, donc créature non terrain, avec une valeur inférieure ou égale à 2. Donc ça c'est pareil, en commandement il y en a plein en duel commander. On a les artefacts à mana, on a les petits enchantements, on a plein de choses comme ça. Bon, des arpenteurs il y en a pas. Mais au moins ces deux trucs là c'est vraiment quelque chose qui peut faire la plaie. On va penser peut-être à SRAM par exemple qui joue beaucoup d'équipements. Bah voilà, on peut détruire les équipements, on peut détruire les véhicules. C'est hyper intéressant d'avoir ce mode là. On peut aussi faire qu'une créature gagne -3, -1 jusqu'à la fin du tour. Il y a beaucoup de cartes qui ont une défense de 1. On va penser déjà à tous les dorks adverses. Bah en fait,
si on commence, on pose un terrain, l'autre en face il fait un terrain, un petit dork, un petit elfe de la noire, un petit oiseau de paradis, bah nous on va faire, bah je pose un terrain, je vais détruire ton oiseau de paradis, et en plus de ça, je vais me mêler 3 cartes, je vais ramener un terrain, ou je vais te drainer, si j'ai rien d'autre. On pense évidemment à quand on est face à aggro, qui a beaucoup de bêtes 1-1, on va penser au Grim Lavamancer, on va penser au Loyal Apprentice, on va penser à Selfless Spirit, on va penser au Mother, tout simplement aussi, si pour peu qu'elle vienne d'arriver en jeu. Il y a beaucoup de cartes qui sont jouées en Duel Commander qui ont vraiment une endurance de 1 qui fait que la carte va toujours trouver une cible en fait, peu importe, à part si on tombe évidemment contre Mono Bleu Control. Et même là, il y a Snapcaster Mage. Donc c'est toujours une carte qui trouvera une cible, peu importe le deck que vous affrontez en face de vous. Donc clairement, c'est la carte top 1 des commandements et aussi la carte top 1 de l'extension pour moi. C'est tout pour cette vidéo. On se retrouvera samedi pour le top des cartes en Commander. En attendant, si vous aimez la chaîne et son contenu, n'hésitez pas à nous suivre, que ce soit sur Facebook, Twitter, le Discord. Si vous avez des questions, si vous avez envie de venir jouer avec nous, le jeudi soir en Duel Commander ou le mardi en multi, ou si vous avez des questionnements sur vos decks ou sur des points de règle, on a des judges pour ça. Également sur YouTube et Twitch, et de cocher la petite cloche pour ne rien rater de nos lives, de nos vidéos et de nos replays. Et en attendant, ce sera tout pour moi. Je vous dis à très bientôt, et surtout n'oubliez pas... Tu es un hipster, Harry.